On est déjà à la mi-année là. Oh là là, le temps passe trop vite. Et j'ai à peu près 6 favoris actuellement en termes de lecture. Donc je vais vous les présenter vite fait. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de drames asiatiques, de trucs que je trouve fun en général. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler un peu de ce que je lis depuis quelques temps. C'est vrai que j'ai pas fait d'update lecture de manière régulière en 2025. J'ai fait un gros update lecture, mais j'ai pas eu le temps de trop détailler mes favoris et tout ça. Je m'étais dit qu'il fallait que je refasse derrière une petite vidéo où je vous parle de 5 ou 6 favoris que j'ai depuis 2025 et j'espère pouvoir compléter cette liste-là le reste des mois à venir. J'espère bien que j'aurai de bonnes lectures aussi. Bref, let's go pour qu'on parle en fait de 6 livres que j'ai aimés so far en 2025. Alors, en 2025, j'ai beaucoup aimé L'appel de la forêt de Jack London. Vraiment, j'ai aimé ce livre pour des raisons très puériles, mais j'assume le fait d'avoir aimé ce livre parce que comment ne pas aimer Buck? Comment ne pas aimer l'histoire de Buck? On va découvrir dans ce livre l'histoire de Buck. C'est un chien qui a une existence heureuse. En fait, il vit dans la famille d'un juge, le juge Miller. C'est une famille fortunée. Le chien, en fait, il est gâté, il est chouchouté. Bref, c'est le petit roi de la maison. Malheureusement pour lui, il va se faire trahir un jour par un des employés de la maison. Il va se faire vendre, en fait, à un conducteur de traîneau qui va l'embarquer dans le Grand Nord américain et on va suivre ses aventures en fait pendant qu'il va faire ce voyage là pour aller dans le Grand Nord et qu'il va devenir conducteur de traîneau dans le Grand Nord américain. Bref, on le suit déchanté, on le suit en fait réaliser qu'il n'a plus la vie paisible et qu'il va devoir s'endurcir. On le suit devenir ennemi de l'homme parce que les atrocités qu'on lui fait subir, bah, il va mettre un visage sur ça. On le suit aussi dans la manière dont il essaie de survivre en fait dans ce grand froid, dans ces températures là auxquelles il n'est pas habitué, dans ces conditions un peu compliquées en fait où il doit performer de ouf tout le temps dans ce grand froid là. Et honnêtement, j'ai passé un très bon moment à lire ce livre en fait. C'est très facile à lire. C'est un livre qui est très accessible, c'est un livre qui vous plonge directement dans l'histoire et qui vous fait aimer comme pas possible Buck en fait. Comment ne pas apprécier ce chien assez fier? C'est un chien qui est très fier, hein, donc on le sent dans la manière dont il te regarde, on le sent dans la manière dont il marche, on le sent dans la manière dont il mange même. C'est un chien qui est très fier. Et comment ne pas apprécier ce chien-là quand il fait tout pour sortir d'entourloupe assez complexe quand même auquel il n'était pas habitué de prime abord. Prime abord, le gars il était dorloté à la maison, il faisait rien. Et du jour au lendemain, il se retrouve balancé dans des conditions extrêmes. Et on le voit petit à petit en fait surmonter toutes ces difficultés et devenir autonome, indépendant et puis finalement devenir cette part de sauvage qu'il occupait à un moment donné. Donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Jack London, vraiment, il fait des descriptions fantastiques en fait. La manière dont il décrit les grands espaces froids, vides, la manière dont il décrit la tension, la manière dont il décrit les interactions entre les animaux, c'est d'une beauté honnêtement. Les descriptions sont juste et vous ne pourrez que vous attacher à Buck en fait. Ce chien assez fier mais très courageux, mais assez fier quand même. Et le voir en fait affronter son destin quand même hors du Nord parce que voilà, il n'était pas préposé à ce dessin-là de base. Mais bon, j'ai passé un très bon moment à lire ce livre-là. Et voilà, si vous ne l'avez pas encore lu, ça peut être intéressant. Si vous aimez découvrir les œuvres de Jack London, ça peut être un très bon début. Pas mal du tout, c'est vraiment même très bien. Le deuxième livre dont j'ai envie de parler, alors ce sera Pourvu que la nuit s'achève de Nadia Hachimi. On va suivre dans ce livre en fait pas mal d'injustices qui se passent dans les prisons afghanes. Finalement, on réalise que en fait il y a pas mal de femmes qui sont mises en prison pour des raisons bidons en fait en Afghanistan. Et dans ce livre, on va suivre l'histoire d'une femme qui a été mise en prison parce qu'elle est soupçonnée d'avoir tué son mari. Bref, on aura un avocat qui sera dépêché sur son cas et une journaliste qui sera intéressée par son cas qui vont essayer de comprendre le fin mot de l'histoire, essayer de déterrer la réalité parce que finalement, les gens n'étaient pas forcément intéressés de savoir c'était quoi la réalité, ils voulaient juste mettre quelqu'un en prison. Et typiquement, les femmes, bouc émissaire facile. Donc voilà, on va nous raconter un peu l'histoire de comment est-ce que cette femme-là s'est retrouvée dans la situation où son mari est mort sous ses yeux et comment
qu'est-ce qui s'est passé, qui a tué, est-ce que c'est un meurtre, est-ce que c'est un accident. Bref, on va essayer de décortiquer ça et en parallèle aussi on nous montre un peu le système judiciaire afghan, la manière dont les femmes elles vivent beaucoup d'injustice et la manière dont ça révolte vraiment. C'est un livre qui est assez révoltant pour ma part, je pense que c'est vraiment ce qui m'a accroché à ce livre-là. C'est la révolte en fait, le sentiment d'injustice que j'ai ressenti le long de ces, je sais pas, c'était 400, 500 pages, m'a vraiment choqué. Il y a tellement d'injustices qui se passaient dans ces prisons-là, il y a tellement de femmes qui étaient dans ces prisons-là pour des raisons bidons, qu'on se dit, ah mince, c'est quoi ce monde-là où il y a autant d'incarcération abusive et c'est quoi ce monde-là où ces femmes, en fait, elles sont jetées, en fait, dans ces prisons-là juste parce qu'elles ont osé peut-être un peu hausser le ton. C'est vraiment un livre qui m'a fait réaliser qu'il se passe beaucoup de choses dans beaucoup de pays, des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Et c'est la première fois que je lisais un livre de Nadia Hachimi et j'ai envie de continuer à lire de ses écrits. J'ai envie de comprendre un peu plus ce qui se passe dans ces prisons afghanes-là. Je pense pas qu'elle parle que de ça, mais j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans ce pays-là finalement, de comprendre comment est-ce que les femmes sont traitées, parce que c'est révoltant, vraiment. J'avais mon cœur mon cœur, mon pauvre cœur, il battait la chamade. J'étais tellement révoltée par tout ce qui se passait, voilà. C'était un livre qui m'a fait traverser pas mal d'émotions pour ce contexte-là, pour cette injustice-là qui est latente, pour ces femmes-là qui méritent tellement plus que ça, qui méritent tellement plus que ces incarcérations abusives, que ces familles-là qui préfèrent les jeter en fait dans ces prisons au lieu de déterrer les vraies personnes qui sont censées aller dans les prisons parce que c'est plus simple de jeter la femme dans une prison. Vraiment, voilà. Attrapez bien votre cœur si vous lisez ce livre et honnêtement, Nadia Hachimi écrit bien et on sent aussi la révolte dans ses mots. Donc vraiment une très bonne lecture pour ma part. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi Et pourtant je m'élève de Maya Angelou. En fait, c'est un recueil de poèmes que Maya Angelou elle a écrit et c'est des poèmes qui vont parler d'à peu près tout, hein. Elle va parler de la condition de la femme noire, elle va parler de la condition de la femme de manière générale, la manière dont en fait la couleur de peau elle est perçue parfois, la manière dont on peut sexualiser. Enfin, elle aborde pas mal de sujets dans tous ses poèmes et l'édition que j'ai eue c'est une édition bilingue, donc on a ses vrais poèmes en anglais, on a aussi la version traduite de ces poèmes. Les traductions françaises rendent quand même justice à la version américaine, donc honnêtement c'est un très bon recueil de nouvelles et c'est des petits recueils que je picorais ça et là quand j'avais un peu de temps. Quand j'étais d'humeur à lire des poèmes sur l'amour, j'allais dans la section sur l'amour. Quand j'étais intéressée par les poèmes qui parlaient de famille, j'allais là où on parlait de famille. Quand j'étais intéressée par les poèmes qui parlaient de sexualité, j'allais là où on parlait de sexualité aussi. Donc vraiment, c'est un recueil qui essaie de brasser tout ce par quoi une femme peut passer dans sa vie, qui essaie de brasser aussi ce par quoi tout un chacun de nous pourrait passer éventuellement, ce par quoi les femmes noires passent, ce par quoi les femmes de manière générale passent aussi dans le courant de leur vie. On sent la fierté de Maya Angelou d'être noire, on sent cette mélanine-là qu'elle met sur un piédestal, on sent cette fierté-là qui se dégage de tous ces mots et vraiment de toute beauté ces poèmes. J'ai vraiment passé un très bon temps à lire tous ces poèmes-là, je les ai déjà finis malheureusement, mais bon, de toutes les manières, je retombe dessus de temps en temps quand j'ai envie de lire quelque chose de beau. Donc en soi, voilà, il est là quelque part dans ma bibliothèque, ce recueil-là, et de temps en temps, je retombe dessus pour lire quelques passages parce que j'ai vraiment passé un bon moment à le lire. Le quatrième livre dont j'ai envie de vous parler, que j'ai bien aimé so far, c'est Depuis toujours nous aimons les dimanches de Lydie Salver. Et dans ce livre, on va faire une petite éloge de la paresse en fait. Lydie Salver va nous parler du fait que la paresse finalement c'est pas si mauvais que ça. En fait, être paresseux c'est différent d'être fainéant et la paresse dégage juste du temps à l'être humain pour qu'il puisse réfléchir, rêver finalement avec la manière dont on court dans la vie de tous les jours, la manière dont on a le temps de rien, prendre ce temps-là de paresse et ne rien faire pour laisser son esprit vagabonder est quelque chose à laquelle elle aspire et qu'elle recommande fortement. Elle va parler aussi pas mal de la manière dont en fait on est dans une société de surconsommation, donc on travaille beaucoup plus parce que voilà, on produit des éléments pour la surconsommation et si on devait juste se contenter de ce dont on avait besoin, on n'aurait pas forcément besoin de plus de 4 heures de travail par jour. Donc elle aborde des thématiques qui sont assez intéressantes. Elle va citer pas mal d'auteurs aussi qui se sont penchés sur la question du travail, sur la manière dont ça nous a été un peu imposé après la révolution industrielle. Bref, elle va surfer surtout d'un pan
qui tourne autour du travail et du fait qu'on n'ait pas le temps de paresser. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Vraiment, j'ai passé un très bon moment à décortiquer tous les éléments qu'elle mettait en avant. J'ai passé un très bon moment à lire ses proses. En fait, elle passait son temps à vous donner envie de l'embiner dans ses mots. Quand je lisais ces mots, je sentais aussi, en fait, vous savez, cette petite oisiveté qui petit à petit me gagnait. Je sentais le lâcher prise. Je sentais aussi que on se faisait carotter quand même un peu pour tout ce qui est du travail quand il a. Parce que voilà, il y a pas mal de choses qu'elle pointait du doigt. Et honnêtement, voilà, j'ai passé un bon moment. Si vous avez envie d'un essai qui parle de paresse, qui parle aussi de travail, parce que finalement, la paresse, c'est quoi plus de temps parce qu'on travaille trop et du coup elle va rebondir sur le travail, pourquoi est-ce qu'on travaille autant, et du coup si vous voulez un livre qui parle de ça de manière plutôt intelligente et qui associe des mots à la vie à 300% qu'on vit aujourd'hui et qui vous propose d'aller à contre-courant et d'avoir une vie un peu plus lente, d'être dans quelque chose de beaucoup plus conscient des choses, d'être dans quelque chose de très très lent dans la manière dont s'écoule le temps. Bref, si vous cherchez un recueil ou un essai qui vous parle de ces éléments-là, je pense que ce livre de Lydie Salver va vous intéresser. Bref, j'ai passé un très bon moment. Je pense que j'en ai même parlé sur Instagram rapidement parce que je trouvais que c'était un livre qui était très inspirant quand même. Je pense que ma prochaine lecture dans ce genre de vibe, ce sera sûrement l'éloge sur l'oisiveté ou un truc du genre parce que vraiment, on a le temps de rien et c'est affolant quand même le fait qu'on n'ait même pas le temps de parfois lever la tête et regarder le ciel, quoi. Parfois, on n'a même pas ce temps-là dans une journée. C'est ouf quand même. Le cinquième livre dont j'ai envie de vous parler dans cette liste est Les Sœurs Holo de Crystal Sutherland. On va suivre l'histoire de Iris Holo, 17 ans. Elle a toujours été étrange et ses deux grandes sœurs aussi ont toujours été étranges. C'est-à-dire que les trois sœurs Holo avaient disparu quand elles étaient très jeunes. Elles avaient disparu pendant un mois et elles avaient été retrouvées un mois plus tard sans souvenir de leur vie passée, sans souvenir de rien du tout. Elles avaient toujours constitué un mystère pour la population, pour les gens qui suivaient les informations sur ces disparitions mystérieuses-là. Bref, des années plus tard, on retrouve Iris qui a grandi, elle a 17 ans, elle est censée voir sa grande sœur bientôt, mais celle-ci disparaît. Du coup, les deux sœurs Holo qui ont tout fait pour essayer de retrouver leur grande sœur, et en essayant de retrouver leur grande sœur, elles vont devoir, malheureusement pour elles, parce qu'elles voulaient oublier, essayer de se souvenir de ce qui s'était réellement passé quand elles étaient plus jeunes et qu'elles avaient disparu. Alors, c'est un livre, je suis tombée dessus par hasard en vrai. Je ne pense pas l'avoir cherché. Je crois que je me baladais un jour sur Audible et j'étais en train de chercher un autre livre quand je suis tombée sur ce livre-là spécifiquement. Et sur Rollo, la couverture m'avait l'air trop bien. Je me suis dit, ouais, why not? L'histoire aussi, le résumé avait l'air bien. Et j'ai passé un très bon moment. Je n'ai même pas vu le temps passer tellement l'histoire était addictive en fait. J'avais envie de connaître le mystère derrière la disparition de cette sœur Holo-là. J'avais envie de comprendre l'étrangeté qui les entourait. J'avais envie de comprendre si elles avaient des pouvoirs ou si c'était juste de l'imagination poussée. Bref, il y avait beaucoup d'éléments dans cette histoire qui me donnaient envie et j'enchaînais en fait les pages, j'enchaînais les mots et je ne voyais pas le temps passer. Et vraiment, quand je suis dans ce genre de détails, que j'arrive à la fin sans réaliser que j'ai passé du temps à lire un livre, je me dis, le livre, il a fait fort, vraiment très fort. C'est vraiment très addictif. On a envie de connaître la suite, on a envie de connaître le fin mot de l'histoire de cette disparition-là. On a envie de connaître le mystère qui gravite autour de ses sœurs Holo. On a aussi beaucoup d'empathie pour Iris, qui est une jeune fille comme les autres, qui est une ado comme les autres, qui a envie d'être normale, mais qui malheureusement pour elle a un passif, a un passé qui est assez lourd, qui est assez médiatisé. Donc on va suivre en fait cette famille-là dans la rue des bacs qui va y avoir lieu lors de la disparition de la sœur aînée une seconde fois et vraiment on passe un très bon moment. Vraiment, je vous dis pas le fin mot de l'histoire parce que ce serait du spoil, mais voilà, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé sur la manière dont la fin s'est terminée. Je me suis dit, ah girl, I like that. Bref, j'ai passé un bon moment et si vous cherchez une histoire fantastique qui est plutôt bien menée et qui est pas mal du tout, avec des personnages auxquels on s'attache, bref, je vous recommande ce livre-là. Et puis le dernier livre dont je vais parler dans cette liste, ce sera Le prix à payer, pourquoi le couple hétéro appauvrit les femmes et nuit à l'amour, de Lucille Quillet. Donc on est sur un essai et on est sur un essai qui va se pencher sur la question du prix que ça coûte aux femmes d'être en couple. Et honnêtement, Lucie Quillet, j'aime trop ce dont elle a parlé. C'est un livre que toutes les femmes doivent lire, je trouve, parce que c'est un livre qui énonce des faits qui sont assez banals, hein, mais quand on additionne les choses, ça commence à chiffrer quand même en fait. En fait, en vrai, elle commence déjà par mettre les points sur les i en disant que de manière générale, en fait, avant de se mettre en couple, une femme dans sa vie va dépenser beaucoup plus qu'un homme qui a envie de se mettre en couple.
Et en partant de ce postulat-là, déjà, on commence à créer les différences au niveau de la facture finale, du prix que ça coûte finalement à une femme pour se mettre en couple versus un homme. En plus, à cela, elle va ajouter en fait le fait qu'en général, au niveau des salaires, les femmes sont moins payées. Souvent, les femmes sont moins payées à poste égal. On part de moins 20% quand même de différence. Et au-delà de ça, elle doit quand même sortir plus d'argent pour s'apprêter, pour convenir en fait en tout point à ce qu'on attend d'une femme qui a envie de se mettre en couple. L'homme derrière, il n'a pas fait tous ces efforts-là techniquement. Donc ça chiffre et le m'a blesse encore plus qu'on est dans une relation et qu'on est dans un contexte familial avec des enfants. On se retrouve à faire du 50-50 en couple, on se retrouve à travailler la journée, rentrer à la maison et retravailler parce qu'on est en train de faire des tâches ménagères qui sont en général menées par les femmes et un travail qui n'est pas facturé, bien entendu. Elle va aborder plein de trucs que j'ai trouvé super intéressants sur le congé maternité, la manière dont tu ne cotises pas le chômage pendant cette période-là. Et sur parfois le fait que tu arrêtes ton travail parce qu'il n'y a pas de place à la crèche pour t'occuper de ton enfant, du coup tu dois t'en occuper et tu cotises pas pour ta retraite. Et sur le parcours d'une vie, en fait, on a en fait des trajectoires qui vont diamétralement à l'opposé en fait pour les cotisations retraite, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et honnêtement, elle met le doigt sur des trucs que j'avais pas compris dans le système, sur plein de trucs honnêtement très intéressants ce livre. Je me dis, il faut vraiment le lire. Et honnêtement, ce livre, ce n'est pas pour dire ne vous mettez pas en couple, c'est juste pour essayer de montrer quand même que la société se fout pas mal en fait des femmes. Finalement, on se fait taxer, vraiment on se fait escroquer, on se fait limite escroquer en fait par la société finalement, et c'est pour mettre tout ça sur la table. Finalement, elle a écrit cet essai-là pour que de nouvelles choses soient proposées pour améliorer en fait la manière dont les femmes sont payées finalement de manière générale. Bref, c'est un essai qui est assez intéressant, ça va là où ça pique et ça donne des chiffres, donc à la fin je reste là en mode ah, intéressant. Bref, voilà ce qui est des livres que j'ai aimés so far en 2025. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui vous intéressent dans le lot. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de chacun de ces livres. J'ai fini cette vidéo, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao.